Bonjour ou rebonjour mesdames, messieurs, je suis ravie donc de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde, Nathalie Croiset. Donc on va échanger, comme vous le voyez derrière moi, sur ce sujet. 50 degrés en 2050, on n'est pas à 50 degrés, on a une bonne trentaine aujourd'hui déjà et je crois qu'on peut le sentir ici à Lyon. Comment anticiper et s'adapter maintenant? C'est ce qu'on va voir avec 3 villes, avec Lyon évidemment et son maire, qu'on est ravi d'accueillir, Grégory Doucet. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette table ronde. Également parler de Paris avec Maud Lelièvre, alors qui est indiqué évidemment, votre poste aussi, c'est délégué général des Écomaires, mais vous êtes aussi conseillère à la ville de Paris et c'est pour ça que vous allez pouvoir nous parler évidemment en détail de cette ville. Et puis on est ravis aussi d'accueillir la ville de Québec avec Bruno Marchand, son maire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez même quelques photos, j'allais dire, pour nous faire rêver, nous projeter, peut-être pour ceux, personnellement je ne connais pas Québec, donc je serais ravie de venir à l'occasion pour voir aussi mieux comprendre ces enjeux. On a 1 heure devant nous, toujours le même principe, évidemment, vous allez échanger les uns avec les autres et nous en dire plus sur la stratégie que vous mettez en place, mais je pourrais évidemment vous passer la parole dans le public si vous souhaitez poser des questions. Je vois certains avec des casques, il y a des visiteurs internationaux, toujours nos interprètes, hein, Bernie et Paul, il faut les saluer parce que ça c'est aussi important d'avoir aussi des interprètes pour un public beaucoup plus large et Polytech a une vocation aussi internationale et c'est ce qu'on voit aussi sur scène. Alors ce que je vais commencer d'abord, c'est peut-être un tour d'horizon de chacun, parce qu'avant de savoir comment anticiper et s'adapter, c'est peut-être bien de comprendre aussi les enjeux qu'ont chaque ville et que porte chaque ville. Je vais commencer, je me permets, je suis parisienne, voilà. Donc je vais, même si j'ai des origines en Dordogne et en Bretagne, hein, comme tout le monde, je vais commencer par Paris, honneur aux dames et Maud Lelièvre, peut-être pour en dire plus sur la problématique de la ville de Paris. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y avait une étude du Lancet Planetary Health qui mettait en avant, qui disait que Paris était finalement ou serait la ville la plus mortelle, avec le plus fort taux de mortalité en 2050, si on se fie malheureusement à cette hausse des températures. Alors il faut s'inquiéter quand on habite à Paris, Maud Lelièvre. Merci et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, Paris sera la ville la plus mortelle en cas de canicule et Londres la plus mortelle en cas de froid. Voilà, donc ça incite et ça oblige à prendre un certain nombre de préconisations, mais peut-être en quelques chiffres. On est aujourd'hui dans une ville qui atteint de façon classique 66, 46, 47 degrés sur certains revêtements, certaines toitures, certains espaces particuliers, du fait des îlots de chaleur urbains, du fait des rues qui sont des rues qui peuvent accueillir et retenir la chaleur, des rues canyons. On peut avoir 50, 55, 60 degrés. Et puis, on subit aussi des surchauffes liées à de la maladaptation des climatiseurs qui se déversent dans des arrière-cours. Donc aujourd'hui, on a une ville qui est une ville radiateur. Et si on n'agit pas de façon très rapide, on aura effectivement la mortalité qui est prévue dans les études sanitaires, mais on aura aussi une ville inhabitable dans un certain nombre de quartiers, d'endroits, de bâtiments. Et c'est contre ça qu'on va essayer de mettre en place un certain nombre de politiques. C'est ce qu'on va voir concrètement dans un instant. Je passe la parole au maire de Lyon, Grégory Doucet, de la même façon pour en dire plus. Lyon, je rappelle, hein, qui fait partie des 100 villes engagées à être climatiquement neutres d'ici 2030. C'est un sacré défi quand même à relever, parce que 2030, c'est demain. Hein. Oui, c'est demain. Ça nous laisse encore quelques années, bien sûr, mais dans le prolongement de ce que disait Maud concernant Paris, il faut savoir que ici à Lyon, on est en France l'une des villes les plus exposées au réchauffement. On a un climat qui nous conduit d'ores et déjà à avoir des périodes de canicule assez intenses. On l'a vu cet été même, hein, puisqu'on était en alerte rouge canicule pour la première fois de l'histoire, en tout cas de l'histoire des relevés de température, bien évidemment, parce qu'on a passé 10 jours à plus de 34 degrés. Enfin, la température n'est pas descendue en dessous des 34 degrés, avec un pic, pour ceux qui étaient à Lyon, donc dans la deuxième partie du mois d'août, que vous avez peut-être ressenti. On a frôlé les 42 degrés. Alors là, je ne parle pas de température effectivement au sol, puisque ça peut encore s'élever, mais 42 degrés, c'était la température de l'air ambiant à l'ombre. Voilà. Avec forcément toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la santé publique et notamment sur les publics les plus fragiles. Alors quand on pense aux plus fragiles, on pense spontanément, bien évidemment, aux aînés qui souffrent particulièrement de la chaleur. On pense aussi aux plus jeunes. Alors même si c'était pendant une période de vacances scolaires et où il y avait moins de monde à Lyon, il y avait quand même beaucoup de familles et d'aînés qui étaient encore bien évidemment présents. Aussi, je pense bien évidemment aussi aux sans domicile fixe, qui sont des populations particulièrement exposées.
Ce qui nous avait conduit, eh bien, pour la première fois, d'habitude c'est plutôt en hiver, mais à ouvrir eh bien, un gymnase pour pouvoir accueillir pendant la journée des personnes sans domicile. On a aussi mis en place un certain nombre de dispositifs. Notamment, on a fait une cartographie des lieux de fraîcheur, un dispositif de phoning des personnes qui sont sur un listing des personnes vulnérables. Voilà, donc je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça donne un avant-goût de ce qui pourrait se passer si ces périodes de canicule étaient plus fréquentes, plus intenses. Et pour le coup, c'est aussi ce qu'on nous annonce. Donc, je vais conclure comme Maud le faisait à l'instant, à savoir que maintenant le constat, il est partagé, il est connu. Le diagnostic, il est sans appel. Donc, on a une nécessité absolue dans nos villes de transformation, alors des morphologies de nos villes, de nos façons de travailler, de nos façons de nous déplacer, on y reviendra, de nos façons aussi de verdir, de végétaliser la ville, pour faire en sorte, eh bien, non pas, on va chercher à atténuer et à prendre notre part dans l'exercice de limitation du réchauffement, mais surtout à s'adapter à ces nouvelles configurations. Exactement, et on va pouvoir en parler en détail parce que finalement, vous avez beaucoup de points communs et dans votre façon aussi de traiter les sujets et de les aborder. Québec, évidemment, avez-vous, Bruno Marchand, en dire un peu plus? Alors, j'allais dire, c'est une ville que connaît sûrement Éric Orsena, qui était tout à l'heure l'écrivain académicien, parce que l'eau est très présente entre fleuves et montagnes. Il y a 4 grandes rivières, des nombreux lacs, des cours d'eau, et donc vous avez aussi une vraie problématique par rapport à l'eau aussi. La première problématique qu'on a, c'est celle de la conscience. Parce que nous vivons dans un territoire qui est vert. Donc, le périmètre de la ville, c'est 45 % de couvert milieu naturel. Donc, c'est énorme par rapport à des villes comme les nôtres. On vit près des lacs, on vit près de l'eau. Il y a une perception que ce sera toujours en quantité limitée. Parce qu'on vit proche de la ressource, parce qu'on a vu très peu encore la contrainte, la perception est qu'on peut dépenser sans compter et qu'on ne subira pas les changements. Cependant, et je vais saluer Guy Caron, maire de Rimouski, qui est à l'avant, il y a une université à Rimouski où il y a une spécialité en océanographie. Et sortait hier dans les nouvelles de Radio-Canada la nouvelle suivante. L'estuaire du Saint-Laurent a une température en septembre, moyenne à travers les années, de 6 degrés. Donc, l'eau du fleuve qui débouche dans l'estuaire a 6 degrés en moyenne à ce temps-ci de l'année. Cette année, ça a été de 11,2 degrés. Alors, imaginez maintenant à 5,2 degrés supplémentaires, donc mesurés par les océanographes de l'université de Guy, comme si elle appartenait à Guy, cette université. Imaginez maintenant les effets sur la biodiversité. Alors, malgré qu'on est dans un univers avec un couvert forestier, avec de l'eau en quantité, on se retrouve dans la ville avec des périodes de sécheresse où on a de la misère à alimenter parfois en eau, parce qu'on a des pics d'utilisation qui font en sorte qu'on ne prend pas toujours soin de notre ressource. Évidemment, la conscience change. Il y a un paquet de jeunes entrepreneurs de Québec ici qui ont cette conscience différente d'économiser, de travailler différemment, d'utiliser des intrants qui sont évidemment avec une moins grande empreinte. Mais on a un peu de retard sur l'Europe, c'est un avis bien personnel, sur la conscience. Cependant, l'été qui vient de passer, et vous en avez entendu parler via la presse, a un peu commencé à transformer nos mentalités. Quand on brûle, et ce n'était pas une volonté, mais quand on brûle le couvert forestier comme cet été, qu'est-ce qui arrive? On a brûlé plus de forêts cet été que dans les 10 dernières années cumulées. Ce n'est pas un hasard. Et nécessairement, ça allume des consciences. Parce que, oui, les feux ne sont pas venus près des grandes villes, et encore là, je terminerai avec un dernier exemple, mais le couvert gris, la pollution, le smog, une qualité de l'air déficiente, un soleil un peu rougeâtre comme dans le film Dune que vous voyez du matin au soir à Montréal, ça inspire plus l'apocalypse que des temps heureux et que des temps nouveaux. Donc nécessairement, ça oblige une prise de conscience que les effets de ce qu'on fait, même si certains effets sont très loin de nous, ils sont directement dans notre quotidien. Et on arrête de se faire croire que c'est quelque chose qui n'arrivera pas chez nous. Ça peut arriver en Europe, ça peut arriver chez nous. Et je vous donne l'exemple de Fermont. Le maire de Fermont nous expliquait qu'une travailleuse forestière qui creusait, en frappant une roche, a provoqué une étincelle. Dans une terre sèche, la fumée et le feu est parti. 1 heure plus tard, il y avait 1 km² de feu. On a sorti la machinerie du bois. 2 heures plus tard, on était avec un couvert de fumée de l'équivalent de 3 km². Et à cette heure-là précise, si on n'avait pas été au début des feux de forêt, donc on n'avait pas accès au CL 215,
qui sont les avions qui prennent de l'eau dans les lacs et les rivières pour éteindre les feux, parce qu'on était au début des feux au Canada. Et surtout, si le vent n'était pas tombé, la ville de Fermont risquait d'y passer. Alors, on n'a pas sauvé Fermont, on a été chanceux. Qu'est-ce qui nous attend l'été prochain? Je pense que cette conscience-là bouge et va nous obliger, autant que le caractère exponentiel des changements climatiques, il va falloir que notre conscience soit exponentielle à vouloir changer. Je pense qu'on y arrive, mais on a encore des pas à faire. Exactement, il faut avancer aussi sur ces sujets-là. Donc le constat, j'allais dire, vous le faites tous les trois de la même façon. Maintenant, voir aussi les solutions qu'on peut apporter. Alors, évidemment qu'on va parler, là, on va dire, de solutions techniques, technologiques, d'innovation. Mais on va être obligé aussi de parler des habitants, parce qu'on est là aussi pour un confort des habitants, c'est vraiment au cœur de tout ça. Alors, on va peut-être commencer, on va dire, par ce qui est un peu plus technique, et puis de voir un peu les points communs ou ce que vous pouvez mettre en place. On parle de plus en plus de végétaliser, la place des arbres aussi, mais c'est pas végétaliser pour végétaliser, évidemment, il ne s'agit pas de planter 3 arbres et de se dire que c'est très bien. Comment on peut faire et quelle place peut prendre justement la nature en ville? Je passe la parole en premier à Maude. Et vous pourrez les uns et les autres commenter. Alors, j'allais dire que c'est assez simple. Il faut mettre de la nature partout, le maximum, là où c'est possible. Et là où c'est pas possible, il faut trouver des solutions. Je pense que c'est d'abord la première approche, c'est-à-dire que à moins de se tourner vers un modèle à Abu Dhabi, on ne va pas climatiser toute une ville. D'abord, on n'aura ni les ressources, ni les moyens. On ne pourra pas le faire pour toute la population. Et donc, comment on choisit qui a accès à la fraîcheur? Donc, si on ne peut pas partir de là, il faut faire baisser les températures. La végétalisation est un angle très important à plusieurs conditions. La première, c'est que ce n'est pas une course au pied d'arbre planté, c'est une course à l'efficacité. Et y compris, il faut être capable de se dire que des solutions qu'on avait pu mettre en œuvre ne marchent pas très bien parce que d'autres villes, comme par exemple Berlin, reviennent en arrière. Par exemple, ce système qui consiste à planter des forêts urbaines très denses, méthode Miyawaki, qui permet, en fait, les arbres sont stressés, donc ils poussent très vite, de façon très serrée. Donc ça fonctionne bien. On a tout de suite une sorte de forêt urbaine un peu magique. L'inconvénient, c'est qu'avec la sécheresse que vous évoquiez, la difficulté d'eau et puis le stress sur ces plantes, on a 10 ans après, 12 ans après, une mortalité extrêmement importante des végétaux. Donc l'idée, c'est qu'on plante, mais on ne plante pas pour 10 ans, on ne plante pas pour un mandat ou pour 2 mandats, on plante pour 50 ans. Donc il faut créer des forêts urbaines. Partout où c'est possible. Et ça, c'est faisable à Paris? Et ça, c'est faisable à Paris. Paris est une ville quand même très, très dense. Hein. C'est une ville dense, mais en fait, c'est faisable. Il faut faire les bons choix d'implantation. Il faut se dire qu'il va falloir changer aussi des choses en profondeur. On ne va pas végétaliser une ville avec de l'accompagnement, comme on a pu le faire aussi sur des bacs. Il va falloir faire des choix de débitumer. Il n'y a pas que Paris, évidemment, il y a plein de villes. Il y a Rennes, je laisserai le maire de Lyon parler de sa ville, mais voilà, il y a plein de maires qui font ça, mais il faut revenir à la source, replanter en pleine terre. Il faut aussi choisir des espèces qui vont être celles du climat de demain. On travaille, nous, avec le laboratoire botanique du Muséum d'histoire naturelle, qui peut d'ailleurs être une source d'inspiration pour beaucoup de collectivités en France, et qui projette les végétaux qui vont être ceux qui seront les moins consommateurs en eau et qui seront les plus adaptés au climat, pas d'aujourd'hui, mais au climat de dans 20 ans. J'allais dire, c'est un peu à contresens parce que souvent, on avait des précautions environnementales en se disant on plante vraiment très local. Mais il faut penser le local de demain, dans 20 ans, et pas juste le local. Alors, je ne vous dis pas de mettre des palmiers à Paris, sur les Champs-Élysées, mais en tout cas, il y a plein d'autres options possibles. Et puis, il faut se dire que les espaces libres, aujourd'hui, ça ne doit pas être des espaces bétonnés, ça ne doit pas être des espaces noirs, ça doit être des espaces végétalisés, parce qu'il y a le rafraîchissement de la ville. Et je pense que la population, elle est dans toutes les politiques. Il y a aussi le fait que ces endroits-là, nous, on a préconisé, par exemple, des placettes oasis, un peu comme à Séville, avec des bancs, une petite fontaine d'eau, des arbres. Ben, ça peut être des lieux de refuge pendant les nuits tropicales et pendant les journées tropicales. Donc, c'est aussi une protection de la population. Et j'imagine que ça doit être conçu dès la construction. Enfin, je le vois autour de moi. À Paris, encore, on construit beaucoup. On construit aussi. Et c'est important parce qu'on a besoin de logement aussi. Mais ça doit être vraiment intégré d'emblée dans un projet. C'est quand même mieux, hein, j'allais dire. C'est quand même mieux. Et je vais donner un exemple de maladaptation, peut-être qui va être transversal pour le territoire français. On a fait en 2017 des opérations cœur de ville. Ça partait d'un bon sentiment. C'était l'idée que dans un certain nombre de villes, notamment des villes moyennes, on avait une perte de commerce, d'attractivité. Donc, il fallait que les gens reviennent dans les centres-villes. Et donc, il fallait rénover les centres-villes en faisant des jolis endroits où on pouvait accueillir des marchés, faire revenir du commerce. On a construit des places, on a bétonné, ou en tout cas très denses, avec pas d'arbres, parce que c'est plus facile à entretenir pour faire passer les camions de nettoyage, etc., quand il n'y a rien.
et on a construit des parkings. Je pense qu'il y avait 5 critères pour obtenir les dossiers. On a fait plus de 500 rénovations de centre-ville. Dans aucun des critères, il y avait la notion d'environnement, même pas en bas carbone, en rien. Ça, c'est une erreur. Donc, ça veut dire que ce soit Paris ou quelle que soit la ville, il faut travailler, comme on l'a fait au Canada et au Québec quand on a fait la COP 15 sur la biodiversité. On ne met plus en place de solutions néfastes à l'environnement, néfastes à la nature. On ne peut pas financer aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer des maladaptations. Donc je pense que ça doit être un critère, et s'il faut débétonner après parce qu'on s'est trompé, il faudra le faire. Alors, Grégory Doucet, je vous vais prendre le micro. Vous êtes prêt à réagir. J'imagine que vous partagez aussi ce que J'avais envie de rebondir ouais. sur ce que disait Maud sur la construction. Paradoxalement, en tout cas, ça peut paraître contre-intuitif, mais actuellement, à Lyon, on arrive à regagner du sol nu en construisant. Pourquoi ? Parce que nos villes, en tout cas c'est le cas en Europe, c'est le cas de Paris comme c'est le cas bien sûr de Lyon, nos villes sont déjà densément artificialisées, minéralisées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des projets de construction, ces projets, ils prennent le plus souvent corps sur une parcelle qui est déjà très très largement, voire intégralement artificialisée. Eh bien, ce qu'on a décidé de faire depuis le début de cette mandature, c'est systématiquement de travailler avec les porteurs de projets, les promoteurs, pour que, quand ils conçoivent leur projet, donc quand on reçoit un permis de construire, et souvent on le retravaille avec eux, mais quand ils conçoivent leur projet, en fait, eh bien, à l'issue de l'instruction du permis de construire, on ait dégagé plus de sol qu'il n'y en avait auparavant. Et de cette façon-là, alors même si le chiffre ne va pas vous paraître forcément immense, mais on a regagné 2 hectares. 2 hectares de sol nu, rien qu'en travaillant sur chaque permis de construire sollicité, en disant voilà, là, non, les parkings souterrains, vous n'allez pas les mettre là, vous allez les mettre vraiment sous le bâtiment. Là, regardez, vous allez faire un bâtiment un peu plus compact. Et là, de ce fait, on va récupérer du sol. Et comme ça, alors c'est un travail vraiment très très précis, très très fin, bien sûr. On s'arrache parfois les cheveux, ou les promoteurs se les arrachent aussi d'ailleurs, parce qu'on a des demandes qui sont avec un niveau d'exigence bien sûr très élevé. Mais de cette façon, 2 hectares. Alors, la ville de Lyon, c'est 48 km². Donc 2 hectares sur 48 km², ça peut sembler petit. En même temps, c'est déjà, c'est déjà tout ça de gagné. Et du coup, eh bien, on peut replanter. Et pour tout vous dire, il y a ce travail-là, mais il y a aussi un travail de débitumisation qu'on réalise. C'est-à-dire, on prend aussi sur de l'espace public, notamment sur du stationnement ou sur de la voirie, pour pouvoir recréer des espaces de sol nus, parce que c'est ça qui est important en fait. Pour planter, il faut bien avoir en tête que on n'a pas envie de planter simplement, on va dire, des arbres qui seraient encerclés, couverts d'un pavement minéral, qui ne leur permettrait pas véritablement de respirer, de récupérer l'eau de pluie. Non, il nous faut du sol nu, parce qu'il nous faut aussi penser à la question du cycle de l'eau. Il faut que si on veut que les arbres puissent s'enraciner en profondeur, il faut qu'ils puissent bénéficier de la pluviométrie, qui n'est pas forcément importante à Lyon, mais on ne va pas pouvoir arroser notre végétation de partout, donc il faut qu'il puisse y avoir du sol nu. Et l'intérêt du sol nu aussi, c'est qu'on va pouvoir intégrer plusieurs niveaux de strates. Il nous faut des arbres pour avoir de l'ombre, ça c'est sûr, des arbres de haute tige, comme on dit. Il nous faut une végétation intermédiaire, il nous faut une végétation basse, parce que cette composition-là, c'est celle qui va apporter le phénomène de climatisation naturelle le plus intense. Vous savez, on a déjà fait des mesures ici à Lyon, pour ceux qui connaissent. On a été mesurer la température avenue Garibaldi, qui est un endroit où on a justement ces 3 strates, et on a comparé avec une avenue sur laquelle il n'y a pas d'arbres. Eh bien, on voit une différence de 5 à 7 degrés. C'est considérable, 5 à 7 degrés dans une période de chaleur. Parce qu'on a l'ombre, mais on a aussi le phénomène d'évapotranspiration des végétaux qui apporte une fraîcheur. Et donc, de cette façon, on rend la ville pas simplement plus agréable, mais je dirais tout simplement habitable, notamment pendant les gros phénomènes de chaleur. L'autre chose que je voulais aussi préciser concernant la végétalisation, c'est très important, c'est quand on travaille sur la végétalisation, bien sûr, on travaille sur, on va dire, le confort de vie, mais au-delà de ça, on travaille aussi sur la santé des individus. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Pour pouvoir favoriser un état complet de bien-être physique, mental et social, c'est-à-dire la définition de la santé selon l'OMS, il faut que chaque habitant
puisse avoir accès à 10 mètres carrés d'espace de nature autour de son lieu de travail, de son lieu de vie. 10 mètres carrés d'espace de nature, aujourd'hui à Lyon, on ne les a pas. Hein, on est un peu au-dessus de 5 mètres carrés par habitant, avec des arrondissements qui sont plus carencés que d'autres. Donc aujourd'hui, la priorité qu'on s'est donnée, c'est de végétaliser, de verdir en priorité les territoires qui sont les plus carencés, parce que l'objectif, c'est bien évidemment d'apporter de la fraîcheur à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et vous vous doutez bien que les territoires les plus carencés aujourd'hui, c'est plutôt ceux où sont les familles populaires, hein, les familles les plus modestes. Donc c'est là aussi où on fait un effort particulier pour que toute la ville soit habitable. Et ça, c'est très important, on y reviendra certainement, mais on a besoin d'embarquer tout le monde dans cette aventure de la transition écologique. Embarquer tout le monde, c'est tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit là où il habite. Et pour ça, on a besoin d'envoyer le même message à tout le monde. Et je dirais même plus à ceux qui se sentent aujourd'hui les plus démunis, les plus éloignés de cette transition écologique. C'est à eux qu'il faut envoyer le message. On veut que vous soyez aussi avec nous. On veut que vous puissiez bénéficier de tous ces aménagements qu'on fait, notamment en matière de verdissement. C'est ce qu'on appelle le sujet de la transition juste aussi, ça c'est une problématique. Alors, vous pouvez évidemment commenter. Vous avez dit que la nature, hein, Bruno Marchand, était très présente. Ça n'empêche que, j'imagine, vous faites en sorte aussi que le végétal ait largement aussi sa place dans cette ville de demain. Pour plusieurs raisons. Une ville du Québec qui s'appelle Joliette a reçu dans la dernière année 3 pluies centenaires. Donc, avec une récurrence 0-100 ans, normalement, vous en recevez une. Ils en ont eu 3 dans la même année. Qu'est-ce qui arrive? Les conséquences sont dramatiques. Pour les citoyens, les sous-sols, les inondations, pour les entreprises. Firestone a 4 étages de souterrain pour son entreprise qui est basée là-bas. Il y avait 4 étages d'inondés. Imaginez le choc économique pour la principale entreprise de la région pendant des semaines à essayer de récupérer. Alors, on se doit de réparer la ville. Et Maude l'a bien dit, même quand c'est difficile. Et Grégory le dit bien, même quand on a plein de contraintes, il faut aller de l'avant. Alors, je vous fais ça en vitesse parce que je veux vous montrer, peut-être que vous n'êtes jamais venu à Québec. Ça, c'est la place de l'Hôtel de Ville. Quand on a voulu la rénover, on s'est dit qu'il faut faire autrement. Pour exactement les raisons qu'a dit Grégory. Là. Alors, je n'ai pas besoin de les répéter, les fosses de plantation, les arbres, la minéralisation, faire en sorte qu'on ait un couvert végétal. Et on s'en va vers ça, ça va être ouvert dans quelques semaines. Je vous passe ça rapidement, où on a évidemment gardé les espaces minéralisés, mais on a fait en sorte d'augmenter les fosses de plantation pour que celles-ci se rejoignent, donc ne soient plus limitées, perméabiliser les sols malgré que c'est un espace minéralisé, permettre la rencontre, mais aussi permettre à travers la façon de construire. Alors l'hiver, ça peut être cool, hein, juste pour nos amis français qui pensent que l'hiver, c'est terrible. Là, l'hiver, ça peut être cool. Mais juste, et je ne ferai pas le détail technique, mais on a construit en pilotis pour faire en sorte de ne pas s'appuyer sur les racines des arbres, faire en sorte de perméabiliser les fosses de plantation, qu'elles reçoivent l'eau de pluie, qu'elles la gardent, éviter que l'eau de pluie se déverse à des endroits où on ne veut pas, travailler pour que les arbres grandissent davantage. Quand on a parti ça, les entrepreneurs ne savaient pas comment faire. Parce qu'on n'avait pas cette expertise-là, parce qu'on a de l'espace. Alors on minéralise, c'est des places publiques, on a toujours fait ça. Et exactement comme le disait Maude, on se bute à les sillons tracés et on a dit que ça ne sera pas possible de faire autrement. Et oui, c'est possible de faire autrement. Et on n'a pas le choix de faire autrement. Et on crée des espaces qui étaient minéralisés, avec encore de l'espace pour accueillir, pour faire des fêtes foraines, des festivals, mais en même temps en étant capable de développer le couvert végétal pour toutes les raisons qui ont été dites précédemment. Alors, je vous passe ça rapidement, mais c'est ce qu'on fait partout. Notre principe, c'est de ne plus ouvrir une rue, de ne plus ouvrir un stationnement, de ne plus rien construire à l'état dont on travaillait, de la façon dont on travaillait il y a 10, 15, 20 ans. Même si on a de l'espace, même si 45 % de notre couvert est végétalisé dans la ville, on pourrait s'en satisfaire? Non. Et pourquoi c'est important, au-delà de toutes les raisons nommées, je vais en rajouter une qui a été nommée, mais je veux l'amplifier, pour la question de l'espoir. La question des changements climatiques, présentement, on a des citoyens qui n'y croient pas, et je pense qu'ils n'y croient pas pour plusieurs raisons, mais une qui est une raison de santé mentale. Si on vous demande, à part peut-être quelques athlètes ici, là, de courir le 100 mètres en bas de 10 secondes, vous allez abandonner avant de commencer à vous entraîner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à part pour quelques rares athlètes. Alors, si on insiste en vous disant « il y a péril dans la demeure, vous devez courir un 100 mètres en bas de 10 secondes », même s'il y a péril dans la demeure, vous ne le ferez pas, parce que ce n'est pas accessible. Les citoyens qui pensent qu'on est foutus, les citoyens qui pensent, qui ont compris que le statu quo était terrible,
mais qui ne voient pas les solutions possibles, qui ne voient pas les exemples qu'on peut démontrer, qui ne voient pas à travers les petits gestes les solutions qu'on peut apporter et le pouvoir qu'on a dans nos localités, dans nos rues, dans nos municipalités, bien, nécessairement, par raison, je pense, saine de santé mentale, ils préfèrent se dire que ça n'arrivera pas. Et c'est sain. Je pense que pour arriver à embarquer plus de gens, ça prend de l'espoir. Et les municipalités peuvent entrer à travers une somme de petits gestes pour inciter un paquet de gens à aussi y croire, à travers des nous végétalisés, à travers des stationnements qu'on construit différemment, à travers de l'espace, à travers les 3 types de hauteur que tu parlais, Grégory, où tout peut être transformé, même de petits espaces, pour créer ces endroits où on est capable de les recréer différemment. Et je vais vous amener rapidement sur l'avenue Salaberry. Alors, vous voyez l'avant à droite et l'après à gauche. Alors oui, on utilise l'espace qui était dévolu à d'autres fonctions. Oui, il faut trouver l'espace où il est, mais ça crée une différence. Dans quel des endroits vous avez envie de vivre? Il n'y a pas besoin de faire un vote pour savoir que vous allez tous choisir à gauche. Même chose ici, il y en avait déjà. Est-ce qu'on s'en contente? Non, il faut en faire plus. Il faut accueillir l'eau de pluie, il faut éviter qu'elle se déverse dans les souterrains des gens. Il faut être capable d'accueillir ces plus centenaires qui viendront malheureusement de façon récurrente venir à Québec. Et ça suppose d'être capable d'accélérer le pas. On n'accélère pas assez le pas parce qu'on pense qu'on est différent des autres. On pense qu'on n'a pas à apprendre de Lyon. On pense qu'on n'a pas à apprendre de Paris parce que Paris est différent. Paris, c'est pas Québec. Lyon, c'est en France. Québec, c'est ailleurs. Et j'ai vu des choses depuis que je suis ici qu'on doit importer pour les importer plus rapidement, pour éviter de réinventer la roue. Et c'est la même chose à chaque fois que je suis allé à Paris. Ça n'a pas rapport que l'échelle de Paris et de Québec ne soit pas la même. Quand ils font des rues-écoles, quand ils les transforment, moi, ça me permet d'arriver chez nous et de dire ça existe. Ça existe, puis allez voir à Paris, on accélère le pas, on fait comme eux, on avance, on va plus vite parce qu'on n'a pas le luxe du temps. Ce sont des très bons exemples qui illustrent aussi ce que vous faites dans vos villes. Alors, dans ces différentes photos, avant, il y avait des voitures, après, il n'y en avait pas nécessairement. Vous avez tous le point commun des enjeux de mobilité durable, mais je pense qu'on ne va pas repartir là-dedans parce que je crois que tout le monde a bien compris la problématique. Finalement, ce qui est en lien et ce que vous évoquez, c'est comment on doit retravailler finalement en profondeur l'urbanisme. C'est ça, en fait, l'enjeu central pour toutes vos villes, Maud Lelièvre. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer ce qui ne se voit pas, et notamment les corridors d'air. C'est-à-dire que c'est plus facile de débattre sur plantation ou abattage d'arbres, parce que ça se voit immédiatement, création ou non création de logements, ça se voit aussi immédiatement. Mais l'enjeu pour une ville comme Paris, parce qu'on a de l'architecture historique, on a eu une accumulation de strates de construction, c'est qu'il faut recréer des corridors d'air. Très clairement, c'est l'analyse des architectes. Ça veut dire que oui, il faut construire, mais pas vers quelle ville on va? Est-ce qu'on a une ville surdensifiée et où est-ce qu'on construit? Et ça, c'est compliqué parce qu'expliquer aux gens qu'on ne va pas faire ce logement ou qu'on ne va pas faire cet équipement parce qu'il faut garder des corridors d'air, parce que je pense que ça, la population, elle n'est pas du tout prête à l'entendre. Ça, c'est vraiment j'allais dire, l'axe numéro 1 qu'on a à travailler à Paris. Après, il y a beaucoup de questions autour de l'urbanisme. Est-ce qu'on veut une ville encore avec des tours? Pour moi, la réponse est non. Pour une partie des élus à Paris, la réponse est non, parce que ça veut dire qu'on va construire aussi, notamment des tours de bureaux, des lieux où il va falloir climatiser toute la tour. On sait très bien qu'à La Défense, c'est la zone du quartier des affaires à Paris, si avec toute la climatisation de ce quartier-là, on prive une partie de la population qui vit autour de la possibilité de climatiser les écoles, les établissements pour personnes âgées, les EHPAD, etc. Donc il faut se dire qu'il faut avoir un axe commun de préservation de la ville à travers ces corridors d'air et puis identifier rue par rue ce qui ne va pas, un peu comme sur la végétalisation. Quand on a des rues canyons qui captent la chaleur, c'est pas simplement les derniers étages sous les toits qui vont souffrir, c'est toute la population et les 3 premiers étages qui vont souffrir en habitation. Donc ça, il faut rénover. Évidemment, il va falloir des moyens. On a calculé que à Paris, rénover 40 000 logements par an, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'il nous va falloir quand même un certain nombre de mandats pour y arriver, c'est 800 millions d'euros. Donc en fait, il va falloir faire des choix. Et j'allais dire, la dernière étape, c'est si ce n'est pas possible, il faudra sans doute imaginer des solutions plus radicales. Alors je pense qu'aujourd'hui, ni la population, ni forcément les élus sont en capacité de se dire que c'est vers quoi on doit aller, mais on a su sur les territoires français créer des zones d'interdiction d'habitation parce qu'il y avait des risques d'inondation. D'ailleurs, il y a eu des catastrophes parce qu'il y avait des risques d'effondrement. Il y a eu des catastrophes aussi ou des risques industriels. Et il faut se dire que demain, si dans certains immeubles, on ne peut pas rénover parce que c'est
pas rénovable ou que c'est vraiment trop cher, peut-être qu'il va falloir ne pas laisser des gens habiter dans les derniers étages sous les toits parce qu'on ne peut pas Il y a faire vivre beaucoup des de- familles par 50-55 degrés. Donc, il y a Donc beaucoup de d'abord passoires rénover. à Et Paris si ce n'est encore. pas possible, il faudra trouver d'autres solutions parce qu'on peut pas, ça peut pas, et je rejoins ce qu'a dit Grégory, c'est les populations qui vont avoir le moins le choix, qui vont le plus souffrir. Donc quand on ne peut pas se loger ailleurs, si on vit dans 12 mètres carrés sous les toits par 55 degrés, on ne peut pas considérer que ce sont des conditions d'habitabilité, quoi. Donc l'habitabilité, elle passe par la rénovation en profondeur. Je crois que Bruno Marchand est prêt à réagir. Évidemment, Grégory Doucet, je vous passerai la parole. Allez-y. Oui. Maud pose la bonne question. Et c'est la question qu'on se fait toujours poser. Avons-nous les moyens? Parce qu'il y a un coût à tout ça. Il y a un coût à refaire la place d'hôtel de ville de cette façon-là. Ça coûte plus cher. Pour combien de temps? Je pense que le temps que les entrepreneurs s'habituent, on va y regagner dans la durée, mais à court terme, cette place-là a coûté plus cher parce qu'on l'a fait ainsi. Mais la véritable question, c'est pas de savoir combien ça coûte. C'est combien ça va coûter si on ne le fait pas. Et au Québec, on a estimé que de faire des travaux en urgence, si on ne fait pas la réparation de nos villes suffisamment à temps pour éviter les conséquences, ça va coûter 4 à 10 fois plus cher que ce que ça va coûter si on le fait maintenant. Alors la question, c'est avons-nous les moyens de ne pas le faire? Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est la question de comment anticiper, ça en fait partie aussi. Grégory Doucet. Et dans le prolongement de ce que disait Bruno à l'instant, alors ça pourrait coûter plus cher, mais finalement, l'intérêt de tout ça aussi, c'est que ça peut aussi rapporter à très court terme. Quand je dis rapporter, je parle pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais tout simplement en bien-être des habitants et des habitants. La photo que tu nous as présentée, ça donne effectivement plus envie d'aller à Québec. Encore, on avait déjà beaucoup de raisons de vouloir y aller, bien sûr, mais encore plus. Mais plus sérieusement, on sait qu'on a besoin de transformer l'urbanisme en profondeur. On l'a évoqué, on a parlé du diagnostic. La question, c'est de savoir effectivement à quelle vitesse, comment est-ce qu'on le fait, comment faire en sorte aussi pour que chacun s'y retrouve dans ces transformations. À la Ville de Lyon, on a totalement choisi, comme ça a été fait aussi dans d'autres communes, bien sûr, de commencer par chercher à réaliser en priorité des projets qui ont un fort impact sur la vie des gens. Alors, on n'appelle pas ça des rues aux écoles, nous à Lyon, on appelle ça des rues aux enfants, mais aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des élèves en maternelle et primaire à Lyon, école privée et publique d'ailleurs, eh bien, qui bénéficient d'une rue aux enfants. Une rue aux enfants, c'est un espace qui est apaisé, voire même totalement piétonisé, végétalisé. Végétalisé parce qu'en fait, les rues aux enfants, on les a faites en demandant l'avis aux enfants et qui voulaient tous avoir des arbres, un peu de verdure, etc., des dessins au sol. Alors certains nous ont demandé aussi de lâcher des tigres. On n'a pas tout fait non plus, forcément, mais en associant les enfants, on a pu produire en fait des rues aux enfants qui venaient vraiment répondre à des attentes. Du coup, les enfants et les parents sont heureux en fait. Quand ça sort des écoles, les gens, prennent le temps de discuter ensemble. Les enfants jouent, c'est pas grave, ils jouent, mais ils sont à côté, ils sont en sécurité puisque c'est piétonisé et c'est très bien. De la même façon, on travaille sur les cours d'école et les cours de crèche pour remettre de la nature dans ces espaces publics qui sont utilisés de manière très intense. Or, on sait que dès le plus jeune âge, le contact avec des espaces de nature va non seulement leur donner le goût de la protection de la nature, ça c'est très important, mais figurez-vous que ça va être aussi bon pour leur santé. Et ce n'est pas moi qui le dis encore, c'est l'OMS qui nous explique que avoir un lien avec un espace de nature, être exposé à telle bactérie ou tel microbe, finalement, va avoir un effet bénéfique sur le développement, le renforcement des systèmes immunitaires des enfants. Donc c'est très bien, on y gagne tous. On gagne encore une fois là de la santé. Donc avoir des projets qui impactent directement la vie des gens, c'est une façon aussi, je dirais, d'embarquer. Après, je me permets juste d'aller sur la question des mobilités que vous évoquiez rapidement tout à l'heure. On a aussi besoin de transformer les mobilités dans nos villes. Et il faut le dire aujourd'hui. Les villes, on les a construites historiquement en se disant il faut pouvoir aller d'un point A à un point B partout, dans toute la ville, avec une automobile. Voilà. Eh bien non. Le point commun entre tout le monde ici, je ne sais pas comment vous êtes venus à Polytech, mais le point commun entre nous tous, c'est que là, à l'instant présent où je vous parle, on est tous des piétons. Et la ville, elle doit être d'abord faite pour des piétons. Parce que c'est notre point commun. Voilà. Alors bien sûr, elle doit être accessible, parce qu'il faut penser aussi aux personnes à mobilité réduite, mais c'est d'abord pour ceux qui vont arpenter la ville, voilà, à pied, qu'il faut la construire. Ensuite, la deuxième priorité en termes de déplacement pour moi, c'est les modes actifs, les modes doux, donc c'est le vélo, c'est la trottinette. Ensuite, les transports en commun. Et ne vient qu'en quatrième position
les déplacements en automobile. Mais une fois qu'on a défini cet ordre de priorité, bah forcément pour nous, élus, eh bien, la façon d'aménager, elle est différente. Parce qu'on va se dire, est-ce que là, le piéton, il est bien là? Est-ce que je peux vraiment me déplacer? Est-ce que le vélo, il passe? Est-ce que j'ai un transport en commun qui est pas loin, qui est accessible? Une fois que j'ai répondu à ces 3 questions, après, je peux me poser la question de la voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'on va arrêter de circuler en voiture, mais que ça viendra en dernière position. Il faut bien sûr qu'il y ait encore une circulabilité qui soit généralisée, mais pas en se donnant comme priorité le déplacement en véhicule individuel. Et puis, je voudrais dire un dernier mot aussi sur l'urbanisme. C'est important de redéfinir l'acte de construire. Tu le disais, Bruno, des entreprises peuvent parfois avoir la tentation de dire bah, « ça, je ne sais pas faire ». Mais en fait, on en trouve qui savent faire. Voilà, il faut pouvoir aussi les challenger. En début de mandat, on a établi une charte de l'architecture, une charte des espaces publics, où on disait on va s'intéresser aux émissions de carbone dans l'acte de construire. On va s'intéresser aux matériaux qui sont utilisés. On veut des matériaux bio ou géosourcés. Bah, au début, forcément, ça mettait certains acteurs du bâtiment, de la promotion un peu en difficulté. Et bien, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, on a des constructions qu'on est fiers, nous, de voir sortir de terre à Lyon, avec des porteurs de projets qui ont vraiment fait des efforts et qui, du coup, utilisent du bois, même pour des bâtiments de plus de 15 étages. Voilà. Font en sorte d'avoir des isolants qui soient à base de matériaux naturels, en chanvre ou en paille, et ça marche, c'est tout aussi efficace. Voilà. Mais il a fallu mettre un peu le pied à l'étrier à tout le monde, parfois y aller, pas forcément dans la contrainte, mais dans une incitation affirmée, un peu lourde, mais ça finit par passer. Alors, vous pourrez évidemment l'un et l'autre commenter ce que vient de dire Grégory Doucet, mais je voudrais aborder quand même un des derniers volets, on va dire, de ce tour de table, parce que aussi, s'il y a des questions à vous poser, c'est important. C'est celui aussi de comment on embarque justement, et vous avez commencé à l'évoquer, hein, les citoyens dans cette démarche-là, parce que là, vous parlez tous de projets, alors on voit aussi des photos, des réalisations, on va dire, à certains endroits. Parfois, quand on voit encore globalement la ville avec parfois encore des tours qui poussent ou encore évidemment trop de minéral, on va dire, on se dit, oui, mais moi, est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on y va? Le défi est fort à relever et il faut qu'on embarque tout le monde là-dedans. Donc, comment fait-on, Maude, aussi? Moi, j'allais dire en redonnant de l'espoir, en étant transparent, parce que, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, quand il fait chaud, on a le reportage du marchand de glace qui est hyper heureux de vendre ses glaces, et on a des enfants qui sautent dans les flaques d'eau des fontaines de la ville. Donc je pense qu'il faut, sans désespérer tout le monde, quand même se dire qu'on est très heureux aujourd'hui d'être en t-shirt à Lyon, mais qu'on est quand même en octobre et que tout ça n'est pas qu'un indicateur positif. Et une fois qu'on a dit ça, il faut redonner de l'espoir aux gens et se dire qu'avec les villes, on va pouvoir les protéger. Moi, j'y crois. Je pense que c'est une autre approche. On a souvent eu du mal à anticiper, peut-être à part là, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le BTP, mais eux ont adapté leurs horaires de travail, etc. Mais il va falloir adapter les horaires de la ville, il va falloir adapter l'ouverture des équipements. Et nous, on a mis en place à Paris un plan grand chaud. Comme il y a des plans grand froid, en se disant, ça c'est le plan d'alerte. S'il fait trop chaud, si on a une multiplication de nuits tropicales, alors on déclenche le plan grand chaud. Et c'est comme ce qui a été fait à Lyon, c'est-à-dire ouvrir des espaces pour accueillir les sans-abri, dont on n'a jamais pensé jusqu'à très récemment qu'ils allaient mourir de chaud. On voyait bien le fait que les gens allaient souffrir du froid, mais il n'y avait pas de lieu d'accueil pour les périodes de chaleur, alors que c'est très difficile d'avoir accès à l'eau et de pouvoir redescendre en température de façon individuelle. Imaginez des jardins qui soient aussi ouverts la nuit, avec parfois les riverains qui peuvent dire ça va faire du bruit, oui, mais en fait il faut que les gens qui vivent dans ces habitations qui ne sont pas adoptées puissent avoir accès à des lieux de fraîcheur, passer des partenariats avec le monde privé pour ouvrir des lieux de commerce qui sont des lieux rafraîchis, ouvrir les musées, les bibliothèques, les endroits qui sont déjà rafraîchis. C'est-à-dire qu'on a une cartographie de fraîcheur qui existe et qu'il va falloir étendre. Et je pense que si on offre des solutions, on engagera aussi plus facilement la population vers le fait qu'il va falloir tous ensemble transformer la ville. Mais il faut mettre en place en priorité, moi je dis souvent en priorité, même si végétalisation et urbanisme c'est important, d'abord il faut commencer par protéger les populations. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à le faire suffisamment partout aujourd'hui. Alors protéger les populations aussi, vous parlez de conscience tout à l'heure, Bruno Marchand. Je vais rajouter un thème qui... Ici, on parlerait à des convaincus, là, mais que dans nos sociétés, en tout cas au Québec, ce n'est pas encore tout à fait gagné, c'est aussi un enjeu économique. C'est un enjeu économique important.
Moi, je crois beaucoup à cette phrase de Churchill qui dit « Vous avez le choix avec le changement. Ou vous le prenez par la main, ou vous attendez qu'il vous prenne par la gorge. » Je pense qu'en matière économique, c'est aussi ça, les enjeux. Le jour où on attend trop, ça se peut que notre économie périclite, et là, on est dans le trouble. Parce que je pense que c'est une question que ce changement exponentiel, il va se faire aussi à plusieurs égards. Il va se faire auprès des acheteurs qui vont exiger davantage. Il va se faire auprès des employés. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où nous sommes au Québec, 3 de taux de chômage et moins, les employés choisissent où ils travaillent et les jeunes employés vont de plus en plus choisir la conscience environnementale, au-delà même parfois du salaire. Mais c'est aussi les prêteurs. C'est aussi ceux qui prêtent de l'argent. Alors, quand des gens du monde économique me disent « Oui, mais c'est pas économique, c'est environnemental, c'est de l'environnement, c'est à gauche », c'est une erreur profonde et grave. Parce que la suite de notre économie dépend de notre capacité rapidement à s'adapter. Pour sortir de cette courbe avant qu'elle nous frappe, pour sortir comme une voiture avant les autres, ceux qui font du vélo ou ceux qui ont fait de la course, c'est toujours la même chose. Si vous êtes encore dans la courbe au moment où des gens ont commencé à accélérer, vous êtes loin en maudit, même si vous avez l'impression de voir celui devant vous, vous êtes complètement perdu d'avance. Nos économies doivent pas se rendre là. Et pour pas se rendre là, elles doivent prendre conscience que la suite, une fois que le virage se fait, il est trop tard. C'est maintenant le temps de le faire. Et il y a quelqu'un, et la directrice du salon me disait quelque chose que je n'avais pas pensé et qui est extraordinaire. Elle me disait, bientôt ce qui va arriver, pour des gens qui vont vouloir vendre leurs entreprises, ça va être aussi une incapacité de vendre une entreprise qui n'est pas verte, parce que celui qui va vouloir l'acheter ou celle qui va vouloir l'acheter ne pourra pas obtenir des prêts, parce que ce prêt-là ne sera pas cautionné par une responsabilité environnementale qui va avoir été démontrée de l'entreprise qu'on veut acheter. Donc, c'est même la valeur de votre entreprise, c'est même votre capital sur lequel on vient jouer. C'est énorme. C'est énorme, cette situation-là. Alors, c'est maintenant le temps que nos économies, parce qu'on sait que si nos économies en souffrent, nos populations vont en souffrir, c'est maintenant le temps qu'on prenne ces virages, qu'on accompagne nos économies, qu'on fasse cette conscientisation sociétale qui est de dire on doit sortir de cette crise qui ne fait que s'amplifier de façon plus rapide pour en faire quelque chose de durable, pour inspirer les autres et aussi en être motivé. Il y a quelque chose de positif à ressortir de ça. Pas juste dans une mobilisation sociale, mais dans une économie qui doit être pérenne. On a des entreprises du Québec ici, il y a une érablière derrière qui travaille sur le chauffage parce que chauffer son sirop, son eau d'érable, c'est hyper coûteux environnementalement parlant, qui trouve des solutions pour diminuer son empreinte. On a des décarbonations, on a de la gestion de l'eau. On a des jeunes entreprises qu'on doit mettre, puis des vieilles, mais on doit mettre les succès, on doit mettre les bonnes pratiques de l'avant et dire ça fonctionne. Ça aussi, c'est une façon de mobiliser, démontrer que notre économie est en marche. Elle ne sera jamais 100% en marche, mais mettre nos succès de l'avant pour que les citoyens voient qu'à travers leurs choix, qu'à travers les idées de génie, qu'à travers la mobilisation, les choses changent. Plutôt que juste entendre « ça ne change pas, on ne fait que répéter le passé », c'est pas vrai, mais on ne le met pas encore assez en évidence. Alors, vous pouvez évidemment commenter. Oui, je partage complètement ce que dit Bruno à l'instant, c'est que pour l'économie, il est certain qu'on a besoin d'engager ces changements. Et tu disais très justement, même dans tes propos précédents, en fait, si on ne s'y met pas aujourd'hui, ça coûtera encore plus cher demain de s'y mettre. Et comme tous les autres s'y seront mis, on aura perdu des marchés, on aura perdu les technologies, elles seront déjà éprouvées, elles seront peut-être plus chères à acquérir. Bon. Donc en fait, on a besoin d'aller vite parce que de toute façon, les changements, ils sont extrêmement rapides. Et que le facteur temps, ici, il est très important. C'est tout l'objet de la démarche qu'on a lancée à Lyon, Lyon 2030. Vous la rappeliez tout à l'heure, hein, Lyon, ville lauréate du programme des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes de la Commission européenne. Ce programme, il est assez ambitieux puisqu'il vise à faire de 100 villes en Europe, dont Lyon, mais aussi Barcelone, Turin, Leipzig, etc. Je ne vais pas toutes vous les citer de tête, mais des villes qui vont être en 2030, enfin qui se fixent comme objectif pour 2030 d'être neutres en carbone. Alors c'est une ambition énorme, bien évidemment. Bien sûr que c'est une ambition énorme. Surtout quand je regarde, moi, en tant que maire, je suis à la tête d'une institution qui n'est responsable que de 5% des émissions de mon territoire. Ça veut dire que les 95% restants, il faut que j'aille les chercher avec des citoyens, des associations, des entreprises, le monde académique, etc. Et ben, c'est justement tous ces acteurs-là qu'on a réunis dans une agora. Alors, il y a des entreprises qui sont du bâtiment, de la finance, des mobilités, des transports, de tous les secteurs, des associations de tous les secteurs aussi, du sport, de la culture, l'ensemble du monde académique lyonnais. Tout le monde se réunit pour se dire, voilà,
on a cet objectif en partage. On a cet objectif en partage de la neutralité carbone. Maintenant, comment on fait? Comment je fais moi, dans ma sphère à moi, mais comment je fais aussi collectivement? C'est plus la même chose de devoir traiter d'une problématique seule dans son coin que d'avoir à la traiter dans une démarche collective. D'abord parce que être tous ensemble à relever un défi, c'est quand même beaucoup plus motivant, même si à la fin tout le monde n'arrivera pas à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais au moins on sera plusieurs à avoir essayé. Et puis ensuite parce que il y a, au-delà de l'émulation, il y a des phénomènes de coopération extraordinaires qui se mettent en place. Parce que les quelques étudiants de l'ENS ou de l'INSA à Lyon qui sont en train de travailler sur un projet, qui finalement vont apporter une solution technique à telle entreprise qui n'aurait pas eu les moyens de la trouver toute seule, en fait, cette solution, eh bien, ça va permettre à chacun d'avancer beaucoup plus vite, de se donner des moyens, des ressources supplémentaires qu'elle n'aurait pas toute seule. Cette idée de la coopération, je crois, c'est aussi ça qui va nous faire avancer beaucoup plus vite. Et si aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde ici peut se dire la neutralité carbone d'ici 2030, en fait, c'est juste pas possible. Sauf que si on se revoit dans un an, le chemin à parcourir pour atteindre cette neutralité carbone, vous le percevrez plus de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on aura commencé à changer. Et je ne sais pas aujourd'hui, finalement, ce que je serais capable de faire d'ici 4, 5, 6 ans. Mais ce dont moi je suis convaincu, c'est que si on se donne un objectif commun et qu'on met des ressources ensemble, eh bien, on se donne les moyens collectivement de trouver les solutions. Mais pour ça, il faut un objectif commun. C'est ça l'ambition de 2030, c'est de se dire, c'est la neutralité carbone qu'on vise. Est-ce que, oui, ajouter quelque chose et pendant ce temps-là, préparer un micro s'il y a des questions. Allez-y, Monsieur Marchand. En écho avec ce que dit Grégory, souvent on nous dit « Oui, mais vous savez, Madame la conseillère, Monsieur le maire, on aura beau tout faire, la ville de Lyon ou la ville de Québec, c'est même pas la taille d'une petite ville chinoise. Alors le 1,5 degré, on ne l'atteindra jamais si les Chinois embarquent pas. Donc tant que les Chinois embarquent pas, moi j'attends. » Certaines personnes nous amènent ça. Je pense pas, si on ne répare pas la ville, que c'est les sous-sols des Chinois qui vont être inondés. Ils le seront peut-être, mais ceux avec qui on va travailler, c'est les sous-sols de nos citoyens. C'est la vie de nos citoyens. Les îlots de chaleur dont parlait Grégory, les effets, ils les vivent chez nous. Alors, si on ne répare pas la ville, on a déjà un premier problème. On ne pourra pas dire aux gens, vous savez, il fait chaud, mais vous irez voir en Chine. Hein? Non, première des choses. Deuxième des choses, la plupart de nos entrepreneurs, sauf exception, il y en a que c'est différent, ne vendent pas leurs produits à la Chine. Parfois, ils les font faire en Chine, mais ils ne vendent pas leurs produits à la Chine. Vous vendez vos produits à nos concitoyens en Europe, en Amérique du Nord, peu importe où, vous vendez des produits ici. Et c'est ces clients-là qui demain vont vous dire, ces produits-là, ont-ils le label, ont-ils la valeur sociale dont j'ai besoin? C'est ces clients-là qui vont vous dire, je n'achète plus de ton produit. Tu auras beau leur dire, oui, mais vous savez, en Chine, tu ne les vendras plus, tes produits. Alors, la question de la Chine, c'est un enjeu. Oublions pas que le jour où la Chine va décider d'agir, ils vont l'imposer. Il n'y aura pas de mobilisation sociale, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale pour savoir s'ils l'imposent. Ça va rentrer comme des règles, ça va rentrer comme ça. Nous, on n'aura pas cette habileté-là, on n'aura pas cette agilité-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. La démocratie a certainement ses vertus, il faut les garder. Cependant, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un bon argument de dire « oui, mais vous savez, la Chine ». Pendant qu'on fait ça, on attend que d'autres prennent notre place. Et ça, je pense que c'est fatal, à la fois pour nos économies, pour nos citoyens, pour toute cette question dont tu parlais et dont vous parliez et que vous essayez de faire en sorte qu'un Paris à 50 degrés, ça ne sera pas vivable si on ne l'a pas préparé, ça ne sera pas vivable dans nos villes, et ça, on le vit ici. Alors arrêtons d'attendre que les autres agissent, faisons-le maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? Une jeune femme, voilà, on va vous tendre. Il y a déjà monsieur devant, après on passera un micro à monsieur. Tenez-vous prête pour être dynamique sur cette question. Allez-y. Parfait. On a parlé de beaucoup de défis. Rapprochez bien le micro de votre bouche. Voilà. Merci. Vous m'entendez bien maintenant? Parfait. Mathieu Laneuville du Réseau Environnement au Québec. Vous avez parlé beaucoup des défis qu'on a en environnement, mais un des enjeux qu'on a aussi pour que ça puisse se suivre, c'est beaucoup au niveau de la fiscalité. On vient de tenir un sommet sur la fiscalité municipale au Québec. Comment financer finalement ces infrastructures? On sait que, par exemple, au Québec, 35 milliards de déficit en maintien actif pour nos infrastructures en eau. Alors, il y a tout cet enjeu-là de dire oui, on veut y aller, mais comment financer ces mesures-là? J'aimerais peut-être vous entendre parler à ce niveau-là. Alors, la question de la fiscalité, on va expliquer comment ça se passe à nos amis du Québec, en France, au niveau du financement. Maud ou Grégory, allez-y. Je pense qu'on a la question de la fiscalité, mais il va falloir regarder aussi la question de l'assurance. C'est-à-dire que demain, si on construit un bâtiment mal adapté,
on trouvera plus d'assurance pour assurer les bâtiments publics. Il y a certaines villes en Californie, c'est déjà le cas, c'est des villes plus assurées. Donc, il va falloir investir plus cher, trouver des ressources pour le faire, qui induiront peut-être des bénéfices, mais le risque inverse, de toute façon, si on ne le fait pas, on a une perte de la valeur. Et on peut aussi, on n'a pas évoqué, mais la perte de la valeur immobilière. Je pense que dans une ville comme Paris, où les loyers sont chers, et l'achat également, c'est que demain, les gens ne voudront peut-être plus, on le voit sur les plus jeunes générations, ne voudront peut-être plus acheter à Paris, et on va avoir une baisse immobilière, pas en fonction des taux d'intérêt français, mais parce que les gens se diront, j'achète pas dans un bien qui va être déprécié dans 20 ans. Et je pense que le phénomène peut toucher. Donc, c'est garantir aussi, investir, c'est aussi garantir une partie de cet intérêt à moyen terme de garder une ville et assurable et bancable. Alors, au-delà de la question de la fiscalité, c'est la question du financement de la transition qui est posée. Parce que la fiscalité peut être un moyen, effectivement, notamment quand il s'agit de financer notamment des équipements publics. Et on a besoin d'équipements publics. On a parlé de végétalisation. Moi, j'évoquais les rues aux enfants. Tout ça, c'est de l'argent public qu'il faut bien sûr engager. Mais au-delà de ça, c'est la question du financement. Donc là, je vais répondre de manière malheureusement beaucoup trop concise, parce que c'est un champ entier, on va dire, de sujets là qu'il faut pouvoir explorer. Comment aujourd'hui on arrive aussi à travers de modes de financement et même d'une certaine fiscalité qui soit plus juste, comment est-ce qu'on établit un lien plus direct entre les impacts d'un certain nombre d'activités, voire d'un certain nombre d'individus, et puis la fiscalité. Bon, moi, je vais le dire ici très tranquillement. Moi, je suis plutôt favorable, non pas à vous imposer en fonction de vos émissions de CO2, ça serait quand même assez compliqué à calculer à l'échelle d'un individu, en tout cas aujourd'hui, on n'en est pas capable, mais tout de même, de fiscaliser davantage les activités qui ne vont pas dans le sens que l'on veut tous prendre. On veut réduire nos émissions. Bon, donc, les activités qui sont très émissives, elles ont besoin d'être plus fiscalisées. Alors, avec des formes qui peuvent être dans un premier temps incitatives, bien sûr. Il ne s'agit pas de taper, de donner un coup de matraque sur la tête de tout le monde directement. Non, mais il faut pouvoir petit à petit, si on veut transformer des usages, aussi utiliser la fiscalité. Après, en matière de fiscalité, vous savez, moi et à Paris, je sais qu'à Paris, vous avez fait la même chose. Je suis assez à l'aise avec le fait de dire, on est dans une période où il faut investir. Il faut investir dans des équipements publics, dans des services publics. Et donc, oui, moi, par exemple, j'ai voté, mon exécutif, ma majorité, a voté une augmentation de la taxe foncière sur la ville de Lyon cette année. On a augmenté 9%. Ça nous a permis d'abord d'absorber le choc de l'inflation sur le coût de l'énergie. Juste pour vous donner une idée, c'est plus 28 millions d'euros rien que sur la ville de Lyon. Donc, voilà, ça c'était un budget qui n'était pas prévu parce que personne n'avait prévu la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences. Mais ne serait-ce que pour ça, mais aussi pour pouvoir investir dans du service public, dans de l'équipement public. Parce que, effectivement, la végétalisation, ça coûte. Parce que les rues aux enfants, ça coûte. Mais la vraie question derrière, c'est qui en bénéficie ? Les services publics, les équipements publics, c'est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ou en tout cas, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Donc c'est de l'argent, en tout cas c'est ce à quoi je m'évertue, c'est de l'argent bien investi. Allez-y pour votre question. Oui, bonsoir, Monsieur Marand de No Fuel Factory. J'avais plus des suggestions à faire, des suggestions intéressantes. Je pense que parmi ces arbres que vous comptez planter, ça serait intéressant de penser aux arbres fruitiers également. Ça aurait une double fonction. Donc dans un premier temps. Dans un second temps, je pense que ces mêmes zones devraient être peut-être surclassées en zone CRIT-R. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les zones qui sont réservées aux véhicules électriques. Je pense que ça créera une autre atmosphère et ça participera à la sensibilisation également. Et de la même façon que vous plantez ces arbres et qui vont prendre du temps à pousser, je pense que ça se travaille de la même façon dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faut commencer à sensibiliser les jeunes, dès le 3e cycle par exemple, sur justement tous ces enjeux. Donc c'est tout qui se prépare en même temps et tout se cultive en même temps. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci pour ces suggestions, c'est collaboratif comme on dit, donc c'est important. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question ? On va prendre une dernière question parce qu'il est 17h30, on arrive quasiment à la fin de cette table ronde et je voudrais quand même laisser un dernier mot de conclusion aux uns et aux autres, mais allez-y, on va vous tendre un micro.
Bonjour, je suis Célia Maillefer, je suis dans une entreprise qui est à double nationalité en France et au Québec. Donc c'est très intéressant de vous entendre ici aujourd'hui, de voir plusieurs maires québécois qui viennent nous parler aussi de leur perception et du courage qu'ils ont de porter ces sujets-là dans un pays où on le sait, la question de la décarbonation, et vous le disiez tout à l'heure, est peut-être pas aussi avancée qu'en France. On dit beaucoup qu'on fait pas assez en France. Et c'est sûr, on va jamais assez vite, mais c'est vrai qu'on est très avancé d'un point de vue réglementaire. Nous, notre objectif, c'est d'amener ça au Québec et d'essayer de faire prendre le raccourci IKEA au Québec, c'est-à-dire de ne pas mettre 15 ans pour arriver là où on en est en France. Je voulais avoir votre avis, monsieur le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand. Quel est, selon vous, qu'est-ce qui vous manque en tant qu'élu, avec le courage que vous avez de porter quand même ces sujets, pour prendre ce raccourci IKEA? Est-ce que c'est du savoir-faire? Est-ce que c'est de la discussion avec des pairs, comme vous l'avez fait ces derniers jours? Voilà, ma question. Merci. Merci pour votre question. Vous pouvez y répondre et puis en même temps conclure sur ce que vous souhaitez dire sur cette table ronde. C'est pareil, 1 heure pour parler de comment anticiper et s'adapter maintenant. C'est pas simple. Allez-y. Est-ce que je donne la vraie réponse? Alors, je vais vous donner la semi-vraie réponse. Faut que je revienne au Québec à un moment donné aussi. Je pense que ce qui nous manque, c'est une profonde volonté politique de tous les acteurs et actrices à tous les paliers de penser au-delà de leur réélection, de penser au-delà des termes électoraux. Et vous le savez, au Québec, ils sont encore plus rapides qu'en France, notamment au niveau des mairies, c'est 4 ans. Je pense qu'il faut être capable de ne pas sécuriser sa fonction, son salaire, de ne pas penser à sa réélection. Il faut être capable de penser la ville pour 50 ans, 100 ans. Il faut être capable de mettre des choses en place avec courage, quitte à vivre les effets d'un choix que les citoyens feront. Ça ne veut pas dire de ne pas les écouter, ça ne veut pas dire de s'en foutre, mais il faut être capable d'avoir ce courage-là à tous les paliers, autant au niveau municipal, au niveau du gouvernement du Québec et du Canada. Est-ce qu'on l'a présentement suffisamment? La réponse est non. Je pense que l'enjeu est criant et ça suppose qu'on fasse notre travail. Au Conseil de ville de Québec, on a été le premier conseil de ville à adopter une chaise des générations. Alors maintenant, il y en a dans 100 municipalités, je pense, et il va en rentrer une au gouvernement du Québec. Espérons qu'elle ne ressorte pas rapidement. Mais il va en rentrer une au gouvernement du Québec. Mais pourquoi on a une chaise des générations? C'est que les jeunes générations ne sont pas là au moment de nos décisions. Ils sont à l'école. Et certaines sont encore à venir, sont encore à naître. Cependant, on a dans notre conseil exécutif une chaise qui nous rappelle que c'est ce courage-là qu'on doit avoir pour les gens qui devraient être assis sur cette chaise ou qui s'assoiront sur cette chaise incessamment, et non pour nos propres fesses, et non pour notre propre sécurité, et non pour le fait qu'on va se faire envoyer un paquet de vent d'en face dans notre capacité à changer. On doit le faire pour ceux qui nous suivent. On doit le faire pour ceux qui nous suivent et pour longtemps. Ça, je pense que c'est ce qui nous manque tous. Et j'en suis le premier concerné. Il faut se le rappeler constamment et se rappeler pourquoi on fait ça. Je pense que si on va là, je pense que nous sommes en voiture pour amener beaucoup de transformations. Merci. Plus rien à ajouter? C'est bon. Maud Lelièvre. Peut-être une réponse très courte sur les fruits et les vergers dans la ville. Bon, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est la ville de Nantes. Ils ont planté, à l'époque, tout le monde leur avait dit ça va jamais marcher, les gens vont se voler les fruits, ils vont tout casser, ça va jamais marcher. Ils ont planté des vergers en pleine ville et ils les ont plantés en plus dans les quartiers qui étaient des quartiers prioritaires, avec de l'accompagnement social où les gens viennent entretenir les jardins, cueillir, font des repas collectifs, réapprennent à faire la cuisine, qui est aussi un sujet dans nos sociétés. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, vous n'êtes pas à Lyon, évidemment pas à Paris, hein, et ben, allez à Nantes pour voir cette démonstration qui est particulièrement réussie et qui montre que d'ailleurs l'agriculture urbaine, c'est pas juste mettre la tentation qu'on a aujourd'hui, 3 poules sur un toit pour un public de bobos, mais ça peut être aussi une vraie reconquête de l'espace public, un vrai lien avec la population. Et voilà. Et puis peut-être juste en mot de conclusion, on a célébré le triste anniversaire cet été de la canicule de 2003. Ça fait donc 20 ans qu'on a eu cet électrochoc qui finalement ne l'a pas été suffisamment pour qu'on soit encore aujourd'hui à se poser des questions 20 ans après. Il y avait une imprévision en 2003, personne ne pensait que ça pouvait arriver. Mais il ne faut pas qu'on remplace à l'avenir cette imprévision par de l'impréparation des prochaines canicules. Donc mon dernier mot, c'est qu'il y a urgence à agir et on a besoin de le faire collectivement. Merci à vous. Alors, vous pouvez réagir sur les arbres fruitiers, sur le rôle de l'élu. Je ne vais pas manquer.
Parce que monsieur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous n'avez pas besoin d'aller à Nantes, parce que vous pouvez aller à Lyon, puisque depuis le début de cette mandature, dans chacun des arrondissements de la ville de Lyon, et il y en a 9, tous les ans, on plante un verger. Si vous faites le calcul, ça fait 3 ans que cette mandature a débuté, ça fait 3 x 9, 27. Ça veut dire qu'on a planté 27 vergers dans la ville de Lyon. Et le plus souvent, on l'a planté avec des enfants. Pourquoi? Parce que non seulement ils adorent planter un pommier, un prunier ou un framboisier, mais en plus ils adorent venir récolter les framboises. Malheureusement pour vous, la saison vient de se terminer, donc il n'y en a plus. Hein. Néanmoins, vous pourrez revenir au mois de juin et au mois de septembre pour les remontantes. Rassurez-vous, il y en aura encore. Mais on a planté effectivement des vergers. Pourquoi? Parce qu'il est important aussi, bien évidemment, comme tu l'as évoqué, Maude, il est important aussi de reprendre un contact avec la nature dans ce qu'elle produit, qui pour nous est un bénéfice. Et les enfants adorent ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, et sur votre question, enfin votre proposition, bien sûr qu'on associe les plus jeunes. J'évoquais tout à l'heure les cours de récréation, enfin on appelle ça des cours nature, les cours de récréation dans les écoles ou dans les crèches, qui nous permettent d'offrir ce contact avec la nature. Les rues aux enfants, qui sont toutes végétalisées, qui, encore une fois, qui permettent de remettre de la nature en ville. Mais on ne s'arrête pas là. Moi, je porte le projet de faire de la ville de Lyon la ville des enfants. Alors la ville des enfants, rassurez-vous, on va pas tous être assis sur des chaises à 20 cm de hauteur, c'est pas ça le sujet. C'est que la ville, en tenant compte bien évidemment de la question du réchauffement, elle doit être une opportunité d'épanouissement. Elle doit être le lieu par lequel chacun acquiert de l'autonomie dès le plus jeune âge. Pour ça, il faut que les villes, elles apportent bien évidemment de la sécurité. Je dois pouvoir sortir de chez moi ou de mon école en sécurité. Je dois pouvoir faire du vélo pour aller au collège en sécurité, d'où les pistes cyclables aussi. Je dois pouvoir m'aventurer, prendre un peu de risque de temps en temps, parce que sur une aire de jeu pour enfants, si tout est calibré, trop protégé, et que je prends aucun risque, bah finalement, comment est-ce que je peux me confronter, me mesurer, m'aventurer? La ville, elle doit être un terrain aussi d'aventure qui permet à chaque individu, et donc aux plus jeunes, eh bien, de grandir. Et on va au-delà de ça. On a établi dans les arrondissements des conseils d'arrondissement des enfants. Et on leur demande leur avis sur les aménagements urbains. On leur dit qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, y compris d'ailleurs dans vos assiettes, à la cantine. Et je suis fier de vous dire qu'à la cantine, dans les cantines de Lyon, 93% des enfants considèrent qu'ils mangent bien, voire très bien. Je défie quiconque pourra obtenir ça dans sa ville. Hein. Bref, non, plus sérieusement. On a associé les enfants aussi à l'établissement des politiques publiques. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas simplement un citoyen en devenir, c'est déjà un citoyen aujourd'hui. Et la ville doit être pensée aussi pour lui. Mais ce qu'il y a de beau dans cette démarche, c'est que quand on les associe à la fabrique de la ville, et que non seulement ils apprennent à être des citoyens, bien évidemment, et c'est ça qui est important, mais ils le sont, ils peuvent l'exercer, on leur donne le sentiment, enfin pas que le sentiment, on leur donne du pouvoir d'agir, et c'est ça qui fait que demain, cette génération qui vient, eh bien, elle va pouvoir encore plus prendre les choses en main. Et je terminerai là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que quand on leur demande ce qu'ils veulent, bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout ce qu'on a dit. Ils veulent plus de verre, plus d'espace pour les piétons, les vélos et les transports en commun. En fait, ils veulent cette ville habitable qu'on leur doit, et de faire en sorte que, parce que c'est ça l'objectif in fine, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas à se poser la question des 50 degrés en 2050. Et pour ça, comme tu le disais très justement Bruno, il ne faut pas attendre que ce soit les Chinois qui nous donnent le là, parce que quand ils l'auront fait, ils auront pris aussi tous les marchés, tout ce que tu as dit aussi était très juste. Il faut qu'on s'y mette maintenant, d'où cet objectif de neutralité carbone que je porte pour l'année 2030, parce que je pense que si on montre qu'il y a une voie possible, eh bien, justement, d'autres auront envie de s'engager. Je ne sais pas si on pourra être très modestement une source d'inspiration en Amérique du Nord aussi, tu en parlais Bruno, mais en tout cas, et sans peut-être avec une certaine dose d'immodestie, je le reconnais, mais montrons que c'est possible pour que d'autres aient envie de le faire, mais montrons-le de manière extrêmement concrète. On l'a vu, ne serait-ce qu'avec les photos que tu nous as présentées, Bruno, en fait, eh bien, on va tous y gagner à construire des villes plus confortables, plus respirables, plus habitables. Voilà, en fait, c'est le bien-être de toutes et de tous qui est en jeu ici.
C'est très bien de terminer par les enfants hein, qui seront les adultes de 2050. Donc autant en parler. On a consacré un peu plus d'1 heure au sujet. On aurait pu évidemment en parler plus largement. Mais merci à vous tous pour votre témoignage. Merci encore à vous, hein, monsieur le maire de Québec aussi, de vous avoir montré votre dynamisme. On peut vous applaudir tous les trois pour cette table ronde. Merci beaucoup.